qui est bien vue de sa part parce qu'effectivement, c'est une tranche d'âge qui est peut-être celle qui est la plus étrange pour nous adultes et qui finalement, dans l'ordre de l'humanité, est cette tranche d'âge qui peut-être peut être déconcertante. Mais alors, avant de parler des 0-6 ans, de l'éducation, il y a quand même une première chose qui me paraît importante, c'est à partir du moment où on veut éduquer un être humain, c'est quoi notre vision en fait de la personne humaine. Donc, ce qu'on va dire, elle sera quand même infusée d'une vision judéo-chrétienne de l'humanité. Pourquoi l'homme est-il sur Terre? Quelle est sa mission sur Terre? Et du coup, les petits des hommes, à quoi les éduque-t-on exactement? Alors, je vous partage ici ce que disait une immense éducatrice dont je vais parler beaucoup ce soir, c'est Maria Montessori. Et elle disait que la personne humaine est la seule créature créée par Dieu pour elle-même, pour son propre bien, contrairement aux plantes ou aux animaux qui sont subordonnés aux humains dans cette vision. Et comme nous dit la Genèse, au chapitre 1, au verset 26, alors la Genèse, on est d'accord, ce n'est pas un récit scientifique, ce n'est pas un récit historique, c'est un récit qui nous donne le pourquoi en fait, des humains plutôt que le comment. Dans ce verset de la Bible, Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment ». Alors l'humain, il a 3 pouvoirs. Ça, c'est Saint Augustin qui avait mentionné ça. Un pouvoir de mémoire, donc cette capacité à avoir une identité propre et à faire mémoire. Une capacité d'intelligence qui nous permet de comprendre le monde, d'en prendre soin et de l'améliorer. Et une volonté d'amour. C'est une volonté qui nous fait bouger et qui nous fait agir. Ces 3 pouvoirs nous différencient bien sûr des animaux, mais nous donnent aussi des responsabilités. En effet, comme on fait partie de la création et comme on est à son sommet, on a un devoir de la pérenniser et de la passer aux générations futures. Et ça, c'est très important dans ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Et le développement humain en tant que créature aussi suit des lois. Par exemple, l'être humain naît très faible et dépendant, beaucoup plus que les animaux. Mais du coup, il y a aussi un potentiel d'adaptation qui est immense. Il va pouvoir s'adapter à son temps, à son lieu de vie, à sa culture, à son époque. Et en fait, on peut dire que dès la naissance, l'enfant devient amoureux de son environnement et qui va complètement absorber par immersion. Tout l'intéresse et tout l'attire. Et en fait, grâce à ses aptitudes particulières, il va se développer, mais à condition d'être en contact avec un environnement propice. Un animal, il va marcher quoi qu'il arrive, il va se faire comprendre quoi qu'il arrive. Un enfant, il ne va pas forcément s'exprimer quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il soit immergé dans un environnement où, par exemple, on lui parle. Contrairement à ce qui était admis, je dirais, il y a une centaine d'années, en fait, les enfants ne sont pas des bêtes sauvages qu'il faudrait dominer ou dresser. L'enfant naît bon, même si dans la vision judéo-chrétienne, il est marqué par le péché original. Et il a en fait en lui toutes les ressources pour choisir le bien, pour aimer et par exemple pour être empathique. Et il a en fait besoin de l'adulte pour le guider. L'adulte est guide. Mais l'enfant reste toujours acteur de son développement. Et tout au long de cette présentation, on verra qu'il est en fait guidé par une sorte de maître intérieur qui va le pousser à se développer. Et c'est comme s'il savait ce qui était bon pour lui, à condition bien sûr que les adultes n'entravent pas leur développement. Parce que pour imaginer par exemple l'image de la plante, il y a un caillou en travers, la plante va devoir se déformer pour contourner le caillou. Nous, on veut un développement harmonieux des enfants et donc il faut leur éviter, c'est ce que Maria Montessori pouvait appeler des déviations. Maria Montessori disait voilà, un enfant sage, c'est pas forcément un enfant bon. Ce qu'il faut, c'est du mouvement. Et en fait, c'est vraiment par le mouvement que l'enfant va se développer. On va en reparler tout à l'heure. Maria Montessori aussi a une vision intéressante. Elle dit que sur Terre, en fait, il y a 2 pôles. Il y a les adultes et les enfants. Et que l'un et l'autre sont vraiment constitutifs de la Terre. Et que les hommes et leurs enfants sont égaux en dignité et apprennent l'un de l'autre. Donc l'enfant a besoin de l'adulte pour que l'adulte lui propose un environnement propice à son développement, mais aussi l'adulte a besoin de l'enfant pour son propre développement et aussi pour le connaître, l'observer et comprendre sa tâche d'éducateur.
Alors maintenant, je vais vous proposer quelques petites clés, donc compréhension. Plus que des conseils, c'est vraiment des petites clés pour comprendre en fait ce qui se passe chez les enfants, pour vous aider à les observer et à être cet adulte guide dont je parlais tout à l'heure. Alors, cette slide, c'est vraiment un héritage de Maria Montessori qui est très, très précieux. Et quand, peu de temps avant de mourir, elle avait vraiment expliqué que c'était ce qu'elle jugeait être son héritage, ce qu'elle confiait à l'humanité de plus important. C'est ce schéma, en fait, des différentes étapes du développement de l'enfant. Donc aujourd'hui, on va parler de la petite enfance, entre 0 et 6 ans. Mais vous voyez que ça s'intègre dans un schéma d'ensemble qui va jusqu'à 24 ans. Alors, juste pour faire un petit, vous expliquer, donc l'enfant se développe par étapes et chaque fois correspond à quelque chose de très différent. Donc, il y a 0-6 ans, 6-12, 12-18 et ensuite 18 à 24 ans. Ce que dit Maria Montessori, c'est que le développement d'un enfant n'est pas une sorte de continuum. Il irait du plus petit au plus grand en se développant de manière linéaire. En fait, il y a vraiment des périodes très distinctes et qui sont distinctes sur le plan physique. À chaque fois, ça correspond à un élément physique, mais aussi psychique. On voit que les deux vont ensemble. Ce qu'elle a remarqué aussi, c'est que ce processus de développement, il est le même, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques. Et qu'il n'y a vraiment pas de différence, en fait, en fonction des... C'est une sorte de loi universelle. Alors, vous voyez, il y a des triangles. Donc, dans chaque triangle, il y a une pente descendante. Par exemple, dans le premier triangle, la petite enfance, vous voyez, ça descend jusqu'à 3 ans et ensuite, on voit que ça remonte jusqu'à 6. La première période des 3 ans de chacun de ces 4 triangles correspond à une période intense de l'acquisition d'une nouvelle compétence et d'un certain nombre de caractéristiques. Et ensuite, on va consolider ces caractéristiques dans la seconde période, donc la deuxième série de 3 ans. Vous voyez aussi qu'il y a des triangles rouges et des triangles bleus. Alors, les triangles rouges sont en fait des périodes de développement chez l'enfant qui sont très puissants et très déstabilisants. Donc, on voit bien que la petite enfance et l'adolescence sont vraiment des moments très puissants où il y a une sorte d'instabilité. En revanche, dans les triangles bleus, il y a une certaine stabilité de la personne et du psychisme de la personne. Donc, vous voyez, en bas de chacun des triangles, on voit un peu quel est le fruit, en fait, pour le développement de l'enfant. Donc, si vous voyez, dans la petite enfance, alors je signale aussi qu'en fait, je m'arrête à 24 ans, mais que d'autres, notamment un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Guardini, expliquait en fait qu'on a aussi d'autres étapes de développement en tant qu'adulte. Mais là, je m'arrête à la partie enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chacune de ces étapes, il y a des forces très puissantes qui sont en action chez l'enfant et qui ne seront plus là, qui n'existeront plus aux étapes suivantes. Donc, c'est vraiment des périodes très propices pour acquérir certaines compétences. Alors, par exemple, la petite enfance, on en reviendra un peu plus dans le détail, mais on peut dire que l'enfant est d'abord appliqué donc, à gagner son indépendance physique et biologique, c'est-à-dire la marche sur 2 pieds, le langage, son identité. Et donc, la première sous-phase de 0 à 3 ans, l'enfant absorbe, on dit qu'il a un effet absorbant, on en reparlera tout à l'heure, de manière complètement inconsciente ce qui l'entoure. Il ne fait aucun tri dans ses apprentissages. Il s'adapte à sa culture, qu'il soit chinois ou qu'il soit français ou autre, et il va engranger en fait toutes les langues qu'il entend. Donc, il engrange des expériences, mais il n'a pas vraiment encore de mémoire centrale. C'est pour ça qu'on le qualifie de créateur inconscient. Ensuite, de 3 à 6 ans, il commande de mieux en mieux ses mouvements, donc il consolide son indépendance physique. Et puis, il va commencer à acquérir de l'autonomie, notamment pour tout ce qui est s'occuper de lui-même. Alors, pour juste faire un survol rapide des autres plans, comme ça vous aurez tout, entre 6 et 12 ans, là, l'enfant s'applique à construire ses relations sociales. On l'appelle un explorateur culturel. Et c'est une période de stabilité et de croissance régulière. Et puis la grande affaire, je dirais, du 6-9 ans, c'est quand même la lecture. Donc quand on dit que, vous voyez, le fruit de cette période, c'est l'intelligence d'esprit, ben c'est en particulier grâce à la lecture.
On dit à ce stage que l'enfant a un esprit non plus absorbant, mais raisonnant. Donc, c'est le moment où il va utiliser de manière très fortement son intelligence pour comprendre le monde. C'est là où il va poser des questions, pourquoi, comment. Il en a vraiment besoin pour découvrir ses réponses. Il développe aussi sa capacité d'abstraction et d'imagination, qui n'est pas tout à fait le cas pour les tout petits d'entre 0 et 6 ans. On peut dire même parfois que l'école ne sollicite pas tout à fait assez les enfants à cette période de leur intelligence. Troisième plan, alors là on redevient dans une période un peu plus agitée, c'est donc l'adolescence. Donc comme le tout premier plan, c'est aussi une grosse période de transformation physique, on le sait tous, et aussi psychique. Il y a beaucoup de psychologues qui parlent d'une nouvelle naissance en fait. Et finalement, c'est vrai que parfois, j'avais été à une conférence où un psychiatre faisait un parallèle entre la toute petite enfance et l'adolescence, et il trouvait qu'il y avait beaucoup de parallèles. Même dans sa maladresse physique de l'adolescent qui se cogne partout, qui passe d'être très exalté à très fatigué, qui a un corps qui grandit vite et qu'il a du mal à intégrer. Peut-être aussi qu'il a du mal à se reconnaître lui-même dans ce nouveau corps. Et psychiquement, il peut être fragilisé, il a besoin de redéfinir sa personnalité comme les tout petits, un grand besoin d'appartenance, voilà. Mais il commence à s'intéresser, lui, à son monde, la société. Donc, on peut l'appeler un peu une sorte d'explorateur humaniste et social. Et juste pour info, Maria Montessori proposait à cette période de la vie des jeunes une éducation qui serait basée plus sur le travail manuel, temporairement, un type filière professionnelle, pour lui laisser le temps de digérer sa puberté. Et je dirais qu'un grand éducateur qui avait bien compris cette partie, cette explication de Maria Montessori, c'est Baden-Powell, quand il a créé les scouts, où on fait appel pas mal aux capacités manuelles des enfants. Ça répond bien à un besoin de cet âge. C'est aussi la période de l'héroïsme. Alors, héroïsme ou délinquance, selon l'environnement dans lequel le jeune va se retrouver. Et puis, dernière étape, ce qu'on appelle la phase de maturité qui va de 18 à 24 ans et qui est une période beaucoup plus stable. Et là, on peut dire que c'est l'âge du travailleur spécialisé. C'est la période des choix scolaires, des choix professionnels, prise de décision, prise de responsabilité, trouver sa place dans la société pour contribuer à son tour au développement de l'humanité. C'est aussi la période pendant laquelle le jeune a cette force pour prendre des engagements. Et ça peut être un engagement personnel vers, je sais pas, le mariage, etc. Mais c'est une période où c'est plus facile pour un jeune de s'engager dans quelque chose d'important que plus tard. Alors, revenons au monde des 0-6 ans. Alors, le 0-6 ans, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, que c'est vraiment un moment où les enfants sont quand même vraiment très différents de nous et peuvent être même très déconcertants parfois, un peu comme les ados aussi. À ce stade, on parle souvent, Maria Montessori parlait d'un embryon spirituel. Et cet embryon spirituel a une quête profonde d'amour, une quête vitale même. Vous savez peut-être, mais les enfants qui sont élevés sans amour, sans affection, même ne grandissent pas physiquement. Et aussi, leur cerveau se développe très, très mal et très peu. Donc, c'est vraiment vital. Un autre besoin vital aussi pour l'enfant, c'est le libre choix. Autrefois, vous savez, on emmaillotait les enfants très serrés, puis on les accrochait à un clou et ils ne faisaient rien. Aujourd'hui, ça semble plus évident qu'un enfant a besoin de bouger, de ramper, de découvrir. Et en fait, ces désirs, c'est pour ça qu'il y a écrit « écoute du maître intérieur » sur la slide, c'est qu'en fait, ces désirs qu'il a de bouger, de toucher, de sucer, c'est vraiment des désirs qui sont au service de son développement profondément. Mais pour ça, il a besoin d'un cadre sécurisant qui sera établi par l'adulte dans lequel il va pouvoir faire ses expériences. Donc voilà, Maria Montessori disait, il y a un maître intérieur chez l'enfant et c'est notre responsabilité de le laisser se manifester. L'autre chose qui ne reviendra plus jamais en fait, dans son développement, c'est cet esprit absorbant qu'a l'enfant. Alors, l'esprit absorbant d'un enfant, c'est imaginer qu'en fait, dans sa tête, il a un appareil photo, il prend tout en photo dans son environnement, sans sélection, sans jugement et même sans effort. Tout est considéré comme bon et modèle pour lui. Il n'y a pas de tri, en fait. Plus tard, oui, il va commencer à trier ce qui l'intéresse, ce qui lui paraît bien. Mais là, il ne trie pas. Par exemple,
il absorbe sa langue maternelle d'un coup. Il n'a pas de cours. Il entend, il absorbe tout. Donc, en fait, il puise dans son environnement tout ce qu'il y a à apprendre. Que ce soit pour la marche, par exemple, il va s'accrocher à ce qu'il a pour marcher. Jusqu'à 3 ans, il n'aura pas trop de souvenirs. Et en revanche, à partir de 3 ans, il va quand même avoir une conscience et avoir des souvenirs. Et l'autre chose qui est un peu particulière, c'est l'imagination. À cet âge, l'imagination de l'enfant, elle repose sur du réel. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, l'enfant, il ne distingue pas vraiment ce qui est de la fantaisie de la réalité. C'est pour ça que quand vous lisez un conte à un enfant de moins de 6 ans, sachez bien qu'il ne va pas savoir si c'est vrai ou pas vrai. Donc réfléchissez bien avant de lui lire une histoire, vous dites ce que j'ai envie qu'il croie que c'est vrai. Qu'un enfant qui lit un livre ou regarde un film fantastique pense que c'est vrai. Alors, maintenant, je voudrais juste vous parler de 4 capacités ou caractéristiques psychiques qui sont très caractéristiques des enfants. Je suis sûre que vous allez reconnaître vos enfants. Alors, le premier, c'est le travail. Alors, l'enfant, on dit souvent que les enfants jouent. En milieu Montessori, souvent les éducateurs disent que les enfants travaillent. Parce qu'en fait, ils ont, quelle que soit l'interaction qu'ils ont avec les adultes, ils ont vraiment cette urgence de faire des choses, de travailler. C'est vraiment une loi universelle. Nous, adultes, quand on travaille, c'est parce qu'on veut un résultat. On veut balayer parce qu'on veut que ça soit propre par terre. En fait, l'enfant n'est pas du tout dans le résultat. L'enfant, il travaille parce qu'il a besoin de se développer. Il a besoin de développer sa dextérité, sa motricité en prenant un balai. Donc, c'est vraiment très différent. En fait, lui, il a besoin de s'exercer parce qu'en fait, entre son cerveau et ses gestes, il a besoin d'apprendre à coordonner. C'est un peu comme s'il voulait unifier son corps et son âme, en fait. Et pour ça, il travaille. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le chemin et pas le résultat. Alors, l'autre chose, c'est la répétition. Là, j'ai mis un petit dessin de neurones. Alors, à la naissance, le cerveau va grossir vraiment beaucoup, surtout la première année. Et puis, en gros, entre 4 et 5 ans, il commence à avoir atteint sa taille. Mais il naît avec un certain nombre de neurones, à peu près 100 milliards, mais moins de la moitié sont connectés les uns aux autres. Et alors, la connexion va se faire par des petits axes, là, des axones. Et ensuite, autour de ces axones, il va y avoir une sorte de gaine protectrice qui s'appelle la myéline et qui va accélérer le transport de l'information d'un point à un autre. Et une fois qu'un cerveau la connexion est myélinisée, en fait, l'information peut transiter de manière beaucoup plus rapide, 100 fois plus vite que quand il n'y a pas de myélinisation. Et donc, en fait, chaque activité, chaque expérience, chaque perception, chaque sensation crée des liens entre les neurones. Et ce lien physique, en fait, et cette manière se fait grâce à la répétition. Mais bon, je suis sûre que vous avez déjà remarqué avec vos enfants, enfin les enfants à cet âge-là, c'est encore, parce qu'ils veulent encore refaire, ils ont besoin de répéter, ils ont besoin de verser, continuer, parce qu'en fait, ils en ont vraiment besoin de cette répétition. Et puis, le fruit de la répétition, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup, c'est la concentration. Et un enfant qui arrive à se concentrer en faisant, par exemple, des gestes qui l'intéressent et qui répète, devient très paisible. Et c'est aussi une façon pour l'enfant de développer son intériorité. Nous, on ne voit pas très bien ce qui se passe, mais cette capacité de se concentrer est vraiment très précieuse. Donc, vraiment, ne pas interrompre un enfant qui semble concentré sur une tâche, il se passe quelque chose de très important et très profond pour lui. Et dernier point, l'indépendance. C'est vrai que quand il naît, il est un peu sous perfusion, quoi. Et puis, au fur et à mesure, il va apprendre, il va prendre le sein de sa mère, et puis ensuite, il va être sevré. Donc, il y a toutes ces petites étapes de prise d'indépendance qui ont lieu. Et c'est vrai que pour bien vivre chacune de ces petites séparations, il faut qu'il ait été comblé dans l'étape précédente. Il y a une femme qui s'appelle Bernadette Lemoine qui a écrit des livres qui s'appellent Maman ne quitte pas, et elle parle beaucoup en fait des difficultés de l'enfant qui sont liées à ces problèmes de séparation. Donc en fait, l'indépendance repose sur le bon degré de dépendance de l'étape d'avant, quoi. Et ce que Maria Montessori disait, c'est que ce qui facilite une séparation rapide, c'est un attachement sain. Et donc, il faut que l'adulte facilite ce détachement en évitant les relations de dépendance. Donc, quand un adulte fait à la place d'un enfant, il le prive de cette capacité à acquérir son indépendance.
Un enfant, il a plutôt besoin qu'on lui montre comment on fait que de le faire pour lui. Moi, je travaille avec des enfants que je vois chaque semaine. C'est vrai que les mamans arrivent, elles leur enlèvent leur manteau, leurs chaussures, etc. En fait, j'ai envie de dire, mais laissez-les, ils vont mettre 3 fois plus de temps, mais ils sont contents. C'est aussi honorer la dignité des enfants que d'honorer ces capacités qu'ils ont déjà à faire tout seuls. D'ailleurs, vous avez aussi sans doute remarqué, les enfants ils disent « moi tout seul ». Ça, c'est vraiment le refrain des petits-enfants. Alors, sinon, je vais aussi vous parler des moments, en fait, des différentes périodes de développement critique qui ont lieu pendant cette période de l'enfance et qui sont vraiment importantes pour que vous puissiez les repérer. Et quand vous êtes avec des petits, vous puissiez dire, tiens, il en est à ce stade, comment je peux l'aider, qu'est-ce que je peux faire? C'était ce que Maria Montessori appelait les périodes sensibles. Alors, il y a des psychologues qui appellent ça aussi des points de développement critique. Et en fait, c'est des moments où il va développer un certain nombre de compétences. Alors, ce sont des phases en fait qui sont transitoires et qui créent une sorte d'appétence pour certaines activités, mais très intenses. Et alors, ces phases arrivent et sont indépendantes du fait que vous les ayez provoquées ou pas, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Mais en revanche, quand ils sont dans une période sensible particulière, c'est comme s'ils avaient une sorte de lampe torche sur une activité qui les intéresse. Ils vont répéter avec beaucoup de joie et beaucoup de facilité quelque chose sans en apparence ne jamais se fatiguer. Alors évidemment, la compétence pourra toujours être acquise plus tard, si pour une raison X ou Y, elle n'a pas été nourrie, mais ce sera plus laborieux et sans doute moins drôle. Par exemple, c'est la lecture. En fait, on sait maintenant que les enfants commencent à être prédisposés à faire des activités qui vont les mener à la lecture dès 4 ans ou 4 ans et demi. Après, un enfant, il pourra toujours apprendre à lire à 6-7 ans, mais ça sera moins marrant. Alors qu'à 4 ans et demi, il sera très intéressé. Donc c'est toujours un peu dommage de passer à côté d'une période sensible, donc je pensais vous les lister pour vous faire gagner du temps, et puis surtout c'est surtout une très grande joie pour les enfants. Alors donc en fait un enfant est dans une période sensible, par exemple ici le mouvement, il va être poussé à choisir des activités dans son environnement qui vont nourrir cette période. Donc c'est là où nous adultes on a un rôle à jouer. Alors donc la période du mouvement, alors ça c'est 0-5 ans. Donc, dès le début, jusqu'à son apogée qui va être la marche solide sur des jambes solides. On sait déjà par les études que plus un enfant bouge, plus son cerveau sera développé en taille et en poids. Alors, il y a 2 types de mouvements. Il y a ce qu'on appelle la motricité globale, donc c'est la capacité à utiliser tout son corps. Et puis, donc là, vous voyez un enfant qui se met debout sur une barre ou un enfant qui monte les escaliers, ça c'est la motricité globale. Et puis, on a la motricité fine, qui est donc l'utilisation de la main. Et en fait, pour nous, les humains, notre intelligence, c'est vraiment notre main. Donc, pour tout ce qui est activité de motricité globale, il faut l'enfant puisse bouger, ramper, se redresser, marcher avec ou sans aide, avec des tapis d'éveil, des barres d'appui, des chariots à pousser, toutes sortes de choses pour l'aider. Vous voyez, quand ils sont en période sensible de mouvement, même un escalier hyper dangereux, il va être obsédé par l'escalier, il va vouloir encore et encore y monter. Et puis, pour la motricité de la main, eh ben, il lui faut des activités accessibles. Donc là, on voit, il y a un petit tout en bas avec son petit portique fait maison. Hein. Ça peut être 3 bouts de bois et un anneau de rideau suspendu à une ficelle qui peut suffire. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs compliqués. Vous voyez ce petit en haut qui est en train de mettre des marrons dans une boîte à œufs. Il est très content d'utiliser ses petites mains pour les ranger. Donc ça, c'est par exemple une activité de motricité fine qui plaît beaucoup aux enfants. Alors, il y a une autre période sensible aussi qui est très importante, c'est le langage. Alors, elle commence in utero et puis elle se poursuit jusqu'à 6-7 ans. C'est vraiment une période essentielle. Et là, pour le coup, un enfant à qui on ne parle pas, il aura beaucoup de mal à construire un langage après. C'est arrivé dans un certain nombre de cas par accident. Il y a cette histoire d'enfant sauvage qui avait été découvert. On a eu beaucoup de mal à le faire parler. Donc, c'est aussi la période où, évidemment, une seconde langue s'apprend hyper facilement. En tout cas, l'enfant a absolument besoin d'un bain de langage. Un mot, à cet âge-là, pour un enfant, c'est un cadeau. Donc, on voit dès 2 mois, il va émettre des petits gazouillis. En fait, il s'entraîne, il entraîne son larynx, il s'écoute.
Donc, c'est vrai que, par exemple, les tétines pour les babies, à ce moment-là, ça les empêche d'avoir ce travail. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très recommandé, quoi. Dès entre 5 à 8 mois, l'enfant se sert des sons pour communiquer. Et en fait, la qualité de ce premier bavardage, en fait, il est vraiment directement lié à la qualité de l'écoute qu'on a avec l'enfant. Il aime qu'on l'écoute et il aime qu'on répète des mots avec lui, qu'on lui décrive ce qu'on est en train de faire. Et en fait, il y a besoin qu'on s'adresse à lui personnellement pour que ça ait un impact. Donc, si on le met à côté d'une radio, d'une télé, ça n'aura pas du tout le même impact en fait au niveau de langage. C'est vraiment ce qu'on lui dit qui le touche le plus. Donc, il y a vraiment une corrélation entre la quantité de mots et la qualité de son langage qui va se faire. Alors, à 18 mois, en moyenne, les enfants ont 50 mots, et puis à partir de 18 mois, il y a une véritable explosion en fait, du langage. Et puis après, vers 4 ans, ils commencent à comprendre la grammaire, mais tout ça toujours par absorption, hein, on ne lui donne pas de leçons. Donc, en fait, le rôle pour nous, les adultes, c'est d'être très juste et très précis en fait, dans nos mots, et ils aiment qu'on le leur répète. Donc voilà, sachez que vos enfants adorent les mots, ils adorent entendre des mots, c'est des cadeaux pour eux. Et puis, il y a tout ce qui est petits livres, qui sont aussi un vrai cadeau qu'on peut leur lire dès la naissance. Mais je dirais, attention de rester dans le réel, parce que si vous voulez avoir des enfants qui aient peur des monstres, alors montrez-leur des livres avec des monstres, et comme ils ne savent pas comprendre que ce n'est pas vrai, et ben, ils en ont peur, quoi. Enfin, même des beaux livres d'art, ça reste des moments qu'ils aiment beaucoup, en fait. Et puis, évidemment, il y a la fameuse histoire du soir qui est tellement précieuse aussi pour les enfants. Alors, ici, comme on a beaucoup d'entre nous qui vivons dans des milieux un peu bilingues, bien sûr, si vous avez une autre langue maternelle et que, en tout cas, vous parlez une autre langue parfaitement, ça peut envisager de lui parler dans cette autre langue. Mais sinon, plutôt pas une bonne idée. Si moi, j'avais des parents qui voulaient absolument que leurs enfants parlent anglais et qui baragouinaient leur anglais avec leurs enfants, je pense que ça, c'est pas terrible. En fait, l'idéal, c'est qu'il y ait un adulte qui parle toujours une langue et un autre adulte qui parle une autre langue. Comme ça, pour l'enfant, c'est assez clair dans sa tête qu'il y a ces deux langues. Et bien sûr qu'il va, à cet âge-là, absorber 2 ou 3 langues sans problème. Ce qui se passe, c'est qu'il va probablement parler un tout petit peu plus tard, mais ça n'a pas d'importance, il rattrape à la fin. Alors, il n'y a pas que la langue parlée, il y a aussi la capacité à écrire et puis à lire les lettres. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est vraiment une découverte super de Marie Montessori, c'est que, et maintenant c'est prouvé dans les études des neurosciences, c'est qu'en fait, pour que l'enfant reconnaisse un son et une lettre, en fait, il va d'abord reconnaître la forme de la lettre, notamment avec le geste, c'est-à-dire qu'on appelle le graphème, et le son. Il ne va pas forcément reconnaître visuellement la forme de la lettre, c'est d'abord le geste de la lettre et le son qui va associer ensemble. Alors, il y a plein de petits travaux super qu'ils font en école Montessori, de tracer une lettre dans du sable. Comme ça, en plus, si c'est mal fait, ils ne voient pas, on peut effacer tout de suite. Où ils ont un travail avec des lettres rugueuses, où l'enfant en fait, passe sa main sur la partie de la lettre qui est rugueuse. Et il y a aussi, pour reconnaître les sons, prendre des objets et trouver si, par exemple, tel objet commence par ce. Donc, on regarde ensemble, ça lui permet de comprendre que dans les mots, il y a différents sons. Alors, l'autre période très importante chez les enfants, c'est la période sensible de l'ordre. Alors, l'ordre, ce n'est pas que le rangement, c'est qu'en fait, l'enfant est en train de construire son ordre intérieur et que donc, pour le construire à l'intérieur, il a besoin d'un ordre à l'extérieur. Donc, c'est pour lui donner cette capacité à trier, à classer et à ranger ces milliards de photos qu'il reçoit en permanence. Et donc, dans la maison, c'est vrai que pour un enfant, si chaque chose a une place et que chaque chose est à sa place, ça le rassure beaucoup en fait. Et dans l'ordre, on pourrait aussi dire que la routine et la façon dont la journée est ordonnée aussi est très importante. Donc, réfléchissez bien avant d'installer une routine parce qu'en plus, après, les enfants, ils détestent le changement. Ça les perturbe beaucoup. Et c'est vrai que plus vous arriverez à instaurer des routines et des rituels, surtout pendant les 3 premières années, plus votre enfant se sentira à l'aise et en harmonie. Et je dirais que c'est même une très grosse aide pour passer ce cap qui n'est pas toujours facile d'être capable de s'endormir tout seul. Une autre étape aussi que j'ai mis les deux ensemble, parce qu'elles vont quand même ensemble, c'est le raffinement des sens sensoriels et puis la période des petits objets.
Donc, en fait, l'enfant, il saisit chaque information extérieure par tous ses sens. Donc, en fait, il a besoin de les développer pour lire le monde. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, alors, et la vue. Alors, la vue, elle n'est pas complètement bien, il est un peu myope au départ, l'enfant, mais après, ça va se développer. Et donc, c'est aussi important de faire des choses avec eux parce que c'est un moment aussi crucial pour détecter s'il y a éventuellement une déficience auditive ou visuelle. Et plus ce sera détecté tôt et pas seulement quand il arrive le CP, plus l'enfant voilà, on va pouvoir faire quelque chose pour qu'il ne soit pas pénalisé ensuite. Alors, parmi, je dirais, un sens dont je voudrais parler, c'est le goût. Parce que c'est vrai que parfois, vers 2 ans, les enfants peuvent développer une sorte de phobie des aliments nouveaux et faire des grosses colères, ils n'en veulent pas. Donc, c'est vrai qu'il va falloir quand même le stimuler et continuer à lui proposer tel ou tel aliment, voilà, sans forcément l'obliger à manger tout, mais au moins à goûter. Parce qu'effectivement, il y a un petit moment où, vers 2 ans, ils peuvent être difficiles. Juste pour info quand même, sachez que les petits-enfants ont une sensibilité à l'amertume des légumes que nous perdons complètement en étant adultes. Donc voilà, il faut comprendre, ce n'est pas toujours facile les légumes quand on est petit, quoi. Mais les enfants, en fait, ils ont envie de participer. Et c'est vrai que, par exemple, pour toute cette histoire de nourriture, eux, ils ont envie de préparer. Une façon pour eux d'apprécier la nourriture, c'est aussi de participer à la préparation, voire de la faire pousser des tomates sur le balcon. Ça leur permet beaucoup, en fait, de développer cette appétence. Et puis, cette période des petits objets aussi était très rigolote parce que les enfants font des fixettes sur des petits objets. Alors, si ça va bien avec l'ordre, donc il va s'arrêter pendant sa promenade, s'accroupir, regarder une fourmi, ramasser un truc minuscule. Donc, accroupissez-vous avec eux pour regarder parce que c'est très amusant. Il ramasse des tas de petits objets qu'il met dans sa poche et puis s'il les perd, c'est un drame total. Donc, n'hésitez pas à lui préparer des petits objets sur des plateaux. Il serait toujours très content de découvrir ça. Alors, pensez qu'à un certain âge, attention, ils mettent tout dans la bouche, donc il faut surveiller que la taille soit correcte. Mais ça l'intéresse beaucoup, en fait. Dernière période sensible, je suis désolée, je vais vite parce que sinon on n'aura pas le temps de discuter. Mais c'est la période de la vie sociale. Alors, il va commencer à comprendre un petit peu ces relations entre les gens. Alors, il faut savoir que, quand même, qu'au début, et même jusqu'à 6 ans globalement, les enfants, ils sont un peu concentrés sur eux-mêmes, ils travaillent seuls. Mais il va commencer à comprendre progressivement que son comportement peut affecter les autres. Et on a une petite période de grâce qu'il ne faut pas rater, qui va de 4 à 5 ans, où l'enfant va un peu s'intéresser aux bonnes manières. Alors, profitez-en. C'est des exercices que Maria Montessori appelait des exercices de grâce et de courtoisie. Comment attendre son tour, comment saluer, comment dire merci s'il te plaît, comment serrer la main. Donc ça, il y a une petite période où ça l'intéresse, donc profitez-en. Et c'est une bonne préparation en fait pour le plan suivant qui va être très sociable. Donc s'il sait déjà se comporter un peu avec les autres, ça sera toujours une bonne chose pour la suite. Il y a aussi dans cet aspect de vie sociale de comprendre que quand on fait quelque chose, on peut avoir des sentiments et un ressenti. Donc c'est un bon moment aussi pour discuter je crois qu'il se sent triste parce que peut-être il a eu mal. C'est aussi le moment où quand ils nous ont trop énervés et qu'on a eu un mouvement d'humeur, on peut aussi dire pardon à son enfant. Il faut savoir que les petits-enfants pardonnent de manière merveilleuse. Pour moi, c'est une vraie expérience de la miséricorde de Dieu, c'est de demander pardon à un petit enfant et vous allez voir, il mettra ses petits bras potelés autour de vous et vous fera un gros baiser, c'est très touchant. Alors, juste une petite parenthèse sur je ne sais pas si vous avez entendu parler des Terrible Twos. Ces grosses colères, en fait, qu'il peut y avoir autour de cette période. Alors, ça s'explique par différentes choses. Bon, déjà, une difficulté à gérer les émotions parce que d'un point de vue développement neurologique, c'est pas facile. Donc, en fait, il se fait peur à lui-même quand il fait une colère. Donc, c'est vrai qu'il faut le rassurer et lui faire comprendre que ça peut arriver à tout le monde de faire des colères. L'autre difficulté aussi pour l'enfant, c'est qu'il ne sait pas exprimer ses émotions. Donc, ça l'aide aussi qu'on l'aide à nommer ce qui lui arrive. Et c'est aussi un moyen pour lui de faire l'expérience de son indépendance. Et c'est vrai que s'il remarque qu'en faisant une colère, il obtient ce qu'il veut, il aura peut-être tendance à continuer. Donc, il faut aussi y penser, quoi.
Une colère aussi, ça c'est vrai chez les adultes, ce sont des valeurs bafouées et que vous avez un enfant qui est en pleine période de l'ordre, par exemple, qui veut que les choses soient bien, et si vous dérangez cet ordre, il peut vous faire une grosse colère, mais il faut savoir que vous avez bafoué sa période sensible de l'ordre, donc voilà. Alors les trucs, il n'y a pas vraiment de trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la diversion vers autre chose, c'est quand même une bonne façon de laisser passer la colère. Ça peut marcher pas mal. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ça peut être vraiment éprouvant, en fait, les colères des enfants, mais que vous avez le droit de dire à l'enfant que ça vous gêne profondément, cette colère, surtout dans des cadres publics ou autres, et que voilà, vous dites ça en parlant à la première personne. Vous avez le droit de dire que c'est pas possible pour vous qu'il se roule par terre pour avoir ci ou ça. Vous avez la possibilité de demander pardon si vous êtes aussi énervé quand il s'est énervé, mais surtout, surtout, ne jamais risquer de lui garder, en fait, même inconsciemment, une sorte de rancune pour une après-midi épouvantable qui vous aura fait passer. Attention à la vengeance des parents. Vous pouvez être les parents les plus gentils du monde et vouloir le bien de vos enfants, mais personne, même le parent le mieux intentionné, ne peut être en fait accepté de se faire dominer par un tout petit enfant et cherchera inconsciemment à se venger. Donc attention aux parents, vous savez, le parent trop patient qui a laissé passer des colères inouïes et qui va finalement devenir un peu faire la sourde d'oreille à son fils au moment où lui va mieux et puis il lui apporte un dessin, et sauf que voilà, il en a eu ras le bol. Donc, c'est vraiment important aussi que nous, adultes, on puisse reconnaître qu'il y a des moments où ce n'est pas acceptable pour un enfant. Et l'enfant le comprend très bien et ça lui permettra de bien mieux vivre sa scolarité ensuite s'il sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser, notamment à la période des copains à partir de 6 ans. Ça va là, ça passe. Ouais. Alors, je voudrais vous parler aussi un petit peu d'une période sensible qui est liée à la spiritualité des enfants. Alors, il y a deux aspects qui sont importants à cet âge-là. C'est d'abord, oui, première question, quelles sont les capacités spirituelles des enfants? Est-ce qu'on sait si les enfants sont capables de Dieu? Est-ce qu'ils ont besoin de Dieu? Alors, saint Thomas d'Aquin disait que la meilleure preuve d'une faculté, c'est qu'elle fonctionne, que rien ne l'empêche. Et c'est effectivement ce qu'on constate. Et en fait, ces capacités spirituelles sont assez bien documentées. Il y a pas mal de gens qui ont fait des études, y compris des psychiatres, qui reconnaissent qu'il y a effectivement ces capacités spirituelles chez l'enfant. Une sorte d'intuition qui n'a absolument rien à voir avec la religiosité ou pas de la famille. Il y a un pasteur protestant qui avait fait une étude et il disait que 80% des enfants de 7 ans avaient probablement fait une expérience qui peut se rapprocher d'une expérience spirituelle ou métaphysique. Et une autre façon aussi de répondre à cette question de la capacité spirituelle de l'enfant, c'est aussi d'observer les réactions des enfants quand on leur parle du mystère de Dieu. Alors évidemment, dans les mots qui leur conviennent, mais on remarque très souvent, et moi c'est vraiment ça ce que je fais au quotidien avec les enfants, c'est une très grande et une très profonde joie. Et en fait, Maria Montessori disait que si on a touché en fait un besoin de développement de l'enfant, il montre cette joie. Et donc il semblerait que quand on parle de Dieu dans un aspect de Dieu qui leur convienne, bien sûr, il montre une véritable joie qui est assez impressionnante. Par exemple, chez les chrétiens, il y a une image de Christ qui se veut être le bon berger. Voilà, un bon berger qui prend soin de ses brebis, qui les connaît personnellement par leur nom. Et ça, c'est une image qui parle énormément aux enfants. Là, vous voyez dans la photo un enfant qui travaille avec un matériel où il y a des brebis à berger. Ça, c'est une image très forte, en fait. Et ça satisfait, en fait, profondément. On avait dit tout à l'heure que l'enfant était un embryon spirituel. Et c'est vrai que c'est un être d'amour, donc il peut tout à fait, il est très intuitivement en relation avec un être d'amour qui s'appelle Dieu. Donc on peut vraiment dire qu'il y a une période sensible pour rencontrer Dieu et qui n'est pas toutes les complications que les adultes ont. Et je dirais les difficultés que Dieu ont. Eux, ils n'en ont pas du tout avec ça. Et l'autre mystère, en fait, est spirituel, qui est une question profondément spirituelle que l'enfant a, le petit enfant a, c'est ce besoin qu'il a d'explorer le mystère de la vie et de la mort. L'enfant, il s'éveille à la vie, il a besoin de s'orienter dans son existence,
il a ce besoin physique de toucher, d'explorer. En fait, il a vraiment aussi cette question métaphysique. Et il a cette question qu'il ne formule pas, bien sûr, à son âge, c'est mais qu'est-ce que la vie? Est-ce que la vie est belle? Et toi, maman, et toi, papa, est-ce que tu aimes la vie? Et ces questions, en fait, sont éminemment spirituelles. Et en fait, c'est des questions vraiment essentielles. Et plus l'enfant est jeune, plus elles sont essentielles. Et puis, il y a la mort, puisque la mort est un moment de la vie. Et l'enfant aussi, il attend une réponse sur ce sujet. Et ça peut être à l'occasion d'un événement, soit il y a eu un décès dans la famille ou un animal qui est mort. Mais il a besoin, on a dit, d'une réponse assez concrète. Pas forcément d'une réponse graphique un peu effrayante, mais par exemple, là, vous voyez des graines en train de pousser, et c'est ce que nous, on fait dans un groupe d'enfants, c'est qu'on parle de la vie et de la mort comme d'une graine qui meurt, mais pour donner la vie à autre chose. Parce que pour nous, pour les chrétiens, la vie est vraiment plus forte que la mort. Alors, la dernière question qui est le besoin d'explorer le mystère du temps, ça, c'est pas une question de petit, c'est une question dont j'en parlerai pas là, mais qui arrive à partir de l'âge de 6 ans, où l'enfant a acquis une connaissance du temps. Mais la question aussi qui peut se poser, c'est pourquoi il faudrait introduire une religion dans la spiritualité des enfants? Pourquoi pas plutôt cultiver un sentiment religieux au lieu d'une tradition religieuse particulière? Pourquoi pas laisser l'enfant répondre à un message religieux spécifique plus tard, quand il lui donner ce choix? Alors à ces questions, je vous proposerai trois éléments. Alors le premier, c'est que vouloir en rester à un niveau plutôt vague de sentiments religieux sans contenu spécifique, ce serait un peu comme vouloir qu'un enfant parle sans utiliser aucune langue spécifique. Si on veut parler d'une réalité religieuse, alors nous devons utiliser un langage. Et finalement, une religion est un langage. Alors, pour ce qui est du message judéo-chrétien, mais s'il fait partie de votre culture, de votre environnement, comme votre langue, il va faire partie aussi de ce que l'enfant va recevoir de vous. Et d'ailleurs, ça va aussi lui permettre de développer une perspective sur d'autres formes de spiritualité s'il est déjà ancré quelque part. Et le troisième point, c'est que parfois, certains parents pensent qu'ils peuvent cultiver ce sentiment religieux en cultivant l'admiration pour la nature et que ça suffit pour développer le sentiment religieux des enfants. C'est vrai, et c'est vrai que l'admiration pour la nature développe une sorte de gratitude et un émerveillement pour la création de Dieu, et que les enfants, ils sont vraiment très sensibles. On peut même dire que dans les travaux que j'ai pu lire sur les premières expériences spirituelles des enfants, on peut dire qu'ils ont très souvent lieu dans la nature, et jamais dans des églises d'ailleurs, pratiquement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le message chrétien va bien au-delà de cela. C'est-à-dire que le Dieu de l'Alliance, ce n'est pas juste le Dieu de la création, c'est un Dieu qui instaure une relation personnelle avec nous, ici et maintenant, et que si on n'entend pas cette bonne nouvelle-là de manière explicite, il va avoir du mal à vivre cette relation, je dirais, très personnelle avec Dieu. Or, on l'a vu, il a vraiment ce besoin vital de cette relation personnelle d'amour avec Dieu. Et on sait aussi que cette sensibilité à l'amour va aller un petit peu en s'émoussant, en grandissant, si elle n'est pas nourrie. Alors, juste pour résumer, alors, c'est quoi le rôle des parents dans tout ça? On peut parler d'un adulte préparé, comme on l'a vu plus tôt. Le parent a déjà un rôle d'observateur de son enfant, d'observer ces fameuses périodes sensibles, mais il a aussi besoin en tant que modèle finalement, puisque l'enfant absorbe tout ce qu'il a autour de lui, l'adulte fait partie de l'environnement que l'enfant absorbe, pour honorer par exemple ces valeurs d'ordre de l'enfant, aussi d'avoir de l'ordre dans sa vie, d'avoir cette routine, de montrer une manière ordonnée de conduire sa vie, puisqu'en fait notre discipline va devenir la sienne puisque l'enfant absorbe tout. Et c'est vrai que l'ordre mental de l'adulte va devenir aussi visible pour l'enfant et il va s'approprier. Alors comment? On a parlé des routines, les repas, le lavage des mains, le coucher, et pourquoi pas une prière. En fait, elles sont essentielles pour que l'enfant ait en fait des clés sur savoir ce qu'on attend de lui.
et l'enfant n'a pas beaucoup, lui, de clés pour comprendre les changements. Donc, discipline, ça vient du latin discerner, qui signifie apprendre. Un disciple est donc une personne qui veut apprendre de son maître. Et donc, c'est nous les maîtres. Il faut quand même se dire ça. Et finalement, grâce aussi aux limites de l'environnement préparé par l'adulte, c'est aussi comme ça que l'enfant va exercer sa volonté. Non, je ne peux pas tout de suite. Voilà ce que je peux faire et voilà ce qui n'est pas possible de faire. Alors, l'environnement préparé, c'est vrai que dès la naissance, il y a plein d'opportunités pour aider l'enfant à se concentrer sur des choses qui l'intéressent. Alors, pas de stress de se dire il faut que je fasse tout bien. L'important, c'est aussi qu'on prépare un environnement avec beaucoup d'amour pour l'enfant, parce que c'est aussi notre témoignage pour lui. Mais qu'en fait, quand on lui prépare un environnement, on est là pour lui montrer comment ça marche, puis surtout ensuite le laisser le faire tout seul, moi tout seul. Donc, une possibilité de se balader de manière autonome. Donc, c'est vrai que ça demande parfois de sécuriser certaines choses. Des matériaux beaux et nobles, le bois. Voilà, pour y courir des vides-greniers, pour trouver des petits plateaux, des petits pots en porcelaine. Les enfants adorent verser d'un pot à l'autre. Des boîtes à ouvrir, à fermer, des flacons à dévisser, des petits trucs de bricolage, des aimants, des vis, des boulons, des trucs à cirer, des tissus de couleur, des petites tables Ikea pour qu'ils aient leur, vous savez, les tout petites tables pour enfants. Plein de choses qu'on peut fabriquer soi-même. Et en fait, l'enfant, il a vraiment envie de participer à notre vie d'adulte, il a envie de faire comme nous, il a envie de préparer la cuisine, il a envie d'éplucher des légumes, il a envie de faire tout ça lui-même, quoi. L'autre chose aussi, c'est que l'enfant, comme il développe ses sens un par un, c'est vrai que s'il n'y a pas trop de bruit parasite, ça l'aide aussi beaucoup à se concentrer sur une tâche. Et il a aussi besoin de lenteur. Il paraît qu'un enfant petit, il voit l'adulte comme un film de Charlie Chaplin en accéléré. Donc, il faudrait penser à être nous comme dans un film au ralenti, quoi. Et pourquoi pas dans l'environnement préparé, un coin prière ou une place pour Dieu est donnée, quoi. Donc voilà, juste honorer aussi ce cri de l'enfant, aide-moi à faire tout seul, sachant que toute aide inutile est une entrave au développement. Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai sélectionné des ouvrages qui peuvent être intéressants ou des sites. Le premier, c'est un livre pour les 0-3 ans qui est très bien, qui décrit pièce par pièce des tas d'idées, de choses qu'on peut faire avec les enfants, qui parle des périodes sensibles. Il y a aussi un livre de Céline Alvarez. Elle a beau dire qu'elle a fait beaucoup mieux que Montessori. En fait, c'est essentiellement Montessori ce qu'elle a fait. Et elle a un site qui est pas mal parce qu'il montre en fait comment on peut présenter du matériel aux enfants. Vous pouvez regarder, il y a pas mal d'instits aussi qui ont mis en ligne des choses qu'on peut faire avec des enfants. Il y a aussi un autre livre, surtout si vous avez des difficultés avec un enfant et que ça ne se passe pas très bien, qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, et qui est très bien justement sur la communication avec les enfants. Ils ont le même pour les ados aussi d'ailleurs. Il y a un site en anglais que j'aime bien qui s'appelle Carrots are Orange, où il y a plein d'activités. Donc, je ne sais pas si pendant les vacances de la Toussaint, vous ne pouvez pas trop bouger, mais il y a des choses par thème sur la pomme, toutes sortes de choses qu'on peut faire qui est très sympa. Et pour ce qui est de la partie spirituelle des enfants, il y a un livre qui, si ça vous intéresse de comprendre la pédagogie religieuse de Maria Montessori, il y a un livre qui est sorti sur ça. Et il y a aussi un autre livre de Sofia Cavalletti, qui est une théologienne qui a repris les travaux de Maria Montessori et qui les a développés, qui s'appelle Le potentiel religieux de l'enfant. Donc là, j'ai sélectionné celui qui est de 3 à 6 ans. Et si vous parlez l'anglais, il y en a un dernier qui est pratico-pratique pour le coup, sur justement des choses qu'on peut faire avec l'enfant d'un point de vue, alors là, c'est le point de vue plutôt catholique, qu'on peut faire avec les enfants, qui s'appelle The Good Shepherd and the Child, et qui a été écrit aussi en partie par Sofia Cavalletti et d'autres instituteurs Montessori. Voilà. Bon, du coup, c'est pas facile parce